Bienvenue à tous dans ce grand débat consacré à la cybersécurité, parrainé par IMS Networks, qui est un grand acteur local de ce territoire dans ce domaine. Cybersécurité, sujet souvent tabou et pourtant ô combien d'actualité, puisque les attaques se multiplient. Le secteur de la santé est une proie séduisante dans le domaine, puisqu'en France, il y aurait, depuis le début de cette année, une attaque d'hôpital par semaine. Une attaque d'hôpital par semaine. En février dernier, par exemple, c'était l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône qui était attaqué. Il se retrouverait avec des dossiers médicaux inaccessibles, des opérations qui étaient annulées dans la foulée. On pourrait aussi citer Dax, citer Arles, où le fonctionnement a été dégradé pendant 15 jours avec retour au papier pour transmettre les informations des malades. Oloron, attaqué en mars de cette année, attaqué en mars avec un retour à la normale, au fonctionnement à la normale prévu pour septembre. Vous voyez la longueur, voilà, Périgueux, où ce sont 13 cliniques, ou bien encore les 13 cliniques de la FSEF. On ne va pas citer tous les hôpitaux attaqués depuis le début de cette année, voire même l'année dernière en France, mais un hôpital par semaine, ça fait beaucoup. Alors qu'est-ce que l'on fait concrètement? Est-ce que cette menace est réellement prise en compte dans le secteur de la santé? Comment on s'organise pour continuer son travail éventuellement en mode dégradé? On va parler concrètement, vous allez voir, j'espère sans langue de bois, avec autour de cette table Charlotte Drapeau. Bonjour. Vous êtes chef de bureau santé et société à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Et on verra avec vous l'évolution dès cette année, en plus, va se durcir de la réglementation en la matière. Le docteur Saïf Abed, bonjour. Vous êtes irlandais, médecin de formation. Vous avez fondé une société de conseil, entre autres en cybersécurité. Vous êtes expert en ce domaine auprès de l'Union européenne et de l'OMS. Bruno Chara, directeur délégué cybersécurité institut au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Antoine Vacher, à mes côtés, auditeur chez Cybless Technologies. C'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement en cybersécurité. C'est une filiale d'IMS Network, qui est opérateur télécom, numérique, cybersécurité, qui est installée ici à Castres. Et Vincent Templier, qui est responsable sécurité système d'information au CHU de Montpellier et au groupement hospitalier Est Hérault Sud Aveyron. Et puis enfin, Olivier Ziegler, directeur des systèmes d'information au laboratoire Pierre Fabre, ici même à Castres, et c'est vers vous, Olivier, que je me tourne tout d'abord. Vous avez été victime, on l'a vu, on l'a entendu un petit peu partout, presse, radio, d'une cyberattaque assez importante en mars dernier. Pierre Fabre, je le rappelle, c'est le 3e laboratoire français, 10 000 collaborateurs en France, dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses se sont passées très concrètement? À quel moment on s'aperçoit qu'on est attaqué? Oui, bonjour Lionel. Nous, c'est à 4h du matin, le 31 mars. Je m'en souviens assez bien. C'est les équipes asiatiques qui l'ont détecté et qui ont travaillé justement avec IMS Networks pour tout de suite réagir. Une première réaction, c'est de bloquer les accès Internet, ce qu'on appelle le périphérique. Et puis après, on voit des choses bizarres se passer, donc des postes de travail qui s'éteignent, des serveurs qui s'éteignent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'étais prévenu un peu plus tard, mais bon, vers 6h15 quand même, il y a quelque chose de grave qui se passe, mais on ne sait pas jusqu'où c'est grave. Et puis vers 6h30, on a pris la décision d'éteindre à peu près tout le système d'information du groupe, Pierre Fabre, de sauvegarder tout ce qu'on pouvait sauvegarder, protéger, et puis après on a pris d'autres décisions, dont je parlais plus tard, de déconnecter peu à peu tout ordinateur en laissant allumer pour pas que la propagation se passe. Donc voilà. Concrètement, ça réveille que je souhaite à personne. Ouais, c'est une date qui va rester une impression dans la tête et dans les mémoires pendant quelques années. Les conséquences très concrètes d'une cyberattaque comme ça pour votre laboratoire, notamment sur tout ce qui est production, stock, usine, c'est quoi? Alors, il se trouve que là, c'est vraiment une cyberattaque de très très grande ampleur qui touchait tout ce qu'on appelle les serveurs Windows ou les PC Windows, donc une grande partie. On a eu à peu près 50% de nos serveurs cryptés et à peu près 20% des PC touchés. Les conséquences, c'est que... Alors, je vais vous dire ce qui marchait, puis après, tout ce qui marchait plus. Ce qui marchait encore, c'est heureusement tous les outils collaboratifs, la capacité à échanger entre nous, à avoir la bureautique, et puis tout ce qui est la prise de commande client et la partie visite médicale. Donc ça, c'était
Par contre, on a fermé, et c'est notre décision, hein, pour protéger au maximum nos infrastructures, tous les entrepôts dans le monde entier, toutes les usines dans le monde entier, tous les labos de recherche, et tous les outils de back-office, la paye, la finance, voilà, les achats, la trésorerie, etc. Et voilà, donc pas mal de choses, quoi. Ça dure combien de temps, cette affaire-là? C'est quoi la temporalité d'une cyberattaque? Alors ça dépend beaucoup, en fait, de l'ampleur de l'attaque et de la capacité à redémarrer rapidement. Et nous, on a eu des choix à faire assez vite dans les 2-3 premiers jours, qui sont des choix qui sont pas très faciles parce qu'en fait, on ne sait pas toujours très bien ce qui se passe, par où ils sont rentrés, comment ils ont pris le contrôle de choses qu'ils n'auraient pas dû contrôler. Donc, on a fait des choix d'aller plus lentement, mais de reconstruire en sécurisant à la fois tous les mots de passe, toute l'Active Directory, tous les postes de travail, tous les serveurs, tous les réseaux, et de tout nettoyer et de nous reconstruire un par un. Donc ça nous a pris du temps. Et donc pour répondre à la question... C'est quoi? C'est 2 jours? C'est 3 jours? Non, nous on a pris plus de temps parce que justement, donc, on a fait un gros choix de faire une marche en avant, hein, pour sécuriser. Et donc en fait, on a pu redémarrer les premiers entrepôts entre 2 et 3 semaines après. Donc on n'a pas pu livrer nos clients pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, on avait encore du stock. On a redémarré les premières usines au bout d'1 mois et les dernières au bout de 6 semaines. Et puis les labos, enfin tout le reste, ça a mis à peu près 2 mois à être complètement remis sur la partie production. Et après, on a eu encore tout un travail pour tout ce qui est ce qu'on appelle le hors production, c'est tous les outils de test, de qualification, etc., qui eux ont été remontés et sont en train de terminer là. Donc voilà, on est encore en train de terminer les derniers travaux autour de ça. C'est ça qui semble dingue quand on voit les choses de l'extérieur, c'est cette temporalité. On entend, et tout le monde a entendu, radio, télévision, Pierre Fabre est attaqué, puis ensuite la nouvelle disparaît. On imagine que dans un grand groupe, un grand laboratoire comme vous, 3 jours après, c'est terminé et ça repart, quoi. Alors nous, on a pris une décision un peu radicale de reconstruire. D'autres décisions, on peut dire, on nettoie là où c'était attaqué et on redémarre. Donc ça, on peut redémarrer en 2 jours, en 3 jours. Nous, on n'a pas pris ce choix-là parce que on était en train de le faire. Donc là, ça va être mis en place. On était en train de cloisonner notre système d'information. Et comme il n'était pas encore cloisonné, c'est des gros investissements qui prennent du temps. Le pirate a pu diffuser assez largement. Aujourd'hui, un des grands enjeux, en tout cas nous, c'est une des grandes leçons qu'on a tirées, hein, c'est qu'on était très focalisé sur la protection périmétrique et pas assez sur, une fois qu'ils sont rentrés, pas un phishing comme d'habitude. C'était trop facile de se promener et de lancer du cryptage un peu massif. Et donc vraiment, les décisions majeures qu'on a prises, c'est vraiment de surveiller ce qui se passe à l'intérieur, de cloisonner pour que si jamais on est attaqué à un endroit, il n'y ait qu'un petit bout qui tombe et pas l'ensemble, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez un cloisonnement assez fort, vous pouvez remonter en 1 jour, en 2 jours, etc. Nous, on n'était pas assez cloisonné et donc tout était arrêté. Donc tout remonter, quand tout est touché, ça prend du temps. Ça, c'est vraiment très important ce que vous dites. Vous aviez misé sur la protection périphérique, empêcher finalement un hameçonnage ou quelque chose de rentrer chez vous, et peu sur la diffusion après en interne du virus. C'est paradoxal parce qu'on imagine qu'un grand groupe pharmaceutique comme le vôtre, il est préparé, il est entraîné, tout est complètement scellé de partout et on est à une sécurité, pas à 100%, mais à 300%. Quand vous faites, on avait un schéma directeur sécurité sur 3 ans, vous faites un schéma et vous choisissez par quoi vous commencez, quoi. Et en fait, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et du cloisonnement, comme on fait en ce moment, ça suppose de revoir tous vos data centers, de structurer, de repenser votre architecture en profondeur. C'est un travail assez colossal, en fait. Enfin, tout le travail qu'on a fait déjà pour tout remonter en 2 mois, c'était un travail assez colossal. Et là, maintenant, le travail qu'on fait pour tout cloisonner, etc., c'est encore une fois un travail vraiment majeur, quoi. Donc, c'est pas une question de volonté, c'est une question de trouver la bonne roadmap. Ils nous auraient attaqué 6 ou 9 mois plus tard, on aurait été beaucoup plus zen, on aurait pu redémarrer beaucoup plus rapidement. Ils nous ont attaqué 9 mois trop tôt. La sécurité 100%, ça existe ? Non, moi, je crois pas. Non, c'est pour ça que le cloisonnement, c'est pour limiter l'impact, mais un jour ou l'autre, ils arrivent à passer, quoi, je pense. Ouais. Là, ils sont rentrés comment ? Vous avez su par qui, par quel poste, de quelle manière ? Par un phishing en Donc Italie. un mail qu'un collaborateur reçoit. Ouais, un peu plus assez élaboré, par un phishing en Italie. Et puis après, ils ont été des outils pour masquer leurs déplacements à l'intérieur du réseau qu'on n'a pas pu détecter.
Et puis à un moment, ils ont réussi à préparer leur coup. Ça s'est fait en 8 jours. C'est extrêmement rapide. Antoine Vacher, pour vous qui faites de l'audit, vous faites du conseil, vous faites des exercices auprès des entreprises et des établissements hospitaliers. L'humain, finalement, le collaborateur qui va avoir alors on parle de phishing, en tout cas un mail qui ressemble à un mail de banque, de sous-traitant, de client qui incite à aller cliquer dessus tellement il est bien imité. Ça restera toujours l'humain, finalement, le maillon faible dans ces sociétés. Toujours l'humain, peut-être pas toujours, mais c'est souvent en fait le premier maillon et un des plus faciles à attaquer. On parlait d'une semaine là, pour l'attaque. On a vu des hôpitaux qui, aux États-Unis, en 2 heures, ça a pris entre le mail du phishing, la pièce jointe ouverte et le premier serveur chiffré. 3 heures, l'ensemble du SI. Donc ça peut aller vraiment très très vite. Et en fait, dans des structures comme un hôpital ou comme un groupe, il y a beaucoup de personnel à sensibiliser. Et c'est un travail vraiment de longue haleine et qu'il faut réaliser en permanence parce qu'il y a du turnover, parce qu'on oublie. Et donc, il faut, sur la problématique du phishing en particulier, sensibiliser, faire des campagnes de phishing, de tests pour pouvoir mesurer en fait l'état de la sensibilisation et remettre des actions de sensibilisation ensuite et refaire des campagnes, etc. Ouais, tout en sachant qu'un phishing ou un mail qui vous arrive, souvent qui va être à 90 ou 95% similaire à un mail classique, dire qu'on est dans son travail, qu'on est absorbé, etc., la tentation de cliquer ou d'y répondre, normalement, elle est toujours là, quoi. Il y a ça, c'est très facile de travailler l'aspect social engineering pour rendre un mail attractif. Ça peut être juste une erreur, on achète un nom de domaine avec une lettre qui change et comme ça les gens se font avoir. Il y a là aussi la problématique de la supply chain attack. Si vous avez un de vos clients ou un de vos fournisseurs qui a été attaqué, eh bien, en fait, on va utiliser son compte à lui pour vous contacter. Et il y a la légitimité puisque vous le connaissez. Peut-être qu'il va répondre à un mail que vous aviez envoyé vous. Du coup, vous n'êtes pas sur vos gardes. Donc c'est vraiment une problématique complexe qu'il faut prendre en considération en permanence, et travailler dessus, mettre des outils qui feront leur part, mais qui ne feront pas tout, et continuer à sensibiliser. Problématique d'autant plus complexe qu'avec la santé, on est dans un secteur critique. Quand on a un laboratoire comme Pierre Fabre qui voit sa production arrêtée, Pierre Fabre, ce sont des médicaments de la dermatocosmétique, et il y en a besoin, mais c'est aussi de l'oncologie, ce sont des médicaments lourds pour des malades lourds qui sont en hôpital, et tout d'un coup, la production s'arrête. J'ai envie de dire, en hôpital, c'est encore pire, parce que on n'a plus d'opérations, on n'a plus forcément accès à des dossiers patients. Là, c'est le soin et c'est le vital de personnes qui est entamé. Et là où c'est paradoxal, d'un côté, on est sur un service qui est extrêmement critique pour la population, et d'un autre côté, on est sur un service qui est plus attaqué, peut-être plus facilement attaquable que d'autres, c'est ça ? Alors un petit peu, oui, parce que en fait la problématique qu'on a rencontrée plusieurs fois dans les hôpitaux, c'est qu'il y a un historique. Les hôpitaux, ils n'ont pas été créés il y a quelques années, et du coup ils ont un système d'information qui est vieux et qui doit continuer à fonctionner, qui a des problématiques de 24/7, hein, évidemment. Il ne faut pas que le système qui gère les transfusions, par exemple, soit arrêté pendant 2 heures parce qu'on va faire une segmentation. Et typiquement, voilà, la problématique de la segmentation entre les réseaux, c'est quelque chose qu'on a souvent vu d'absent dans les hôpitaux et qui est compliqué à mettre en œuvre, parce que comment on fait pour mettre en place la segmentation sans arrêter l'hôpital ? C'est toute la difficulté. Mais l'impact de ne pas avoir la segmentation, c'est effectivement qu'il suffit à un endroit que le pirate puisse accéder, et il a accès d'un seul coup à l'ensemble. Et donc, ça se propage très vite. Ouais. Vous dites, hein, on va peut-être un peu clarifier les choses, qu'on est face à un gros historique dans les hôpitaux, qu'on a un système informatique qui date parfois, mais ce n'est pas qu'une histoire d'âge ou de durée de vie, c'est aussi une histoire de complexité. Non seulement il y a de l'historique, mais il y a de l'empilage de millefeuilles, un peu comme l'administration française, entre tous les réseaux, tous les appareils, tout ce qui a été acheté dans un hôpital. Alors effectivement, il y a beaucoup de matériel, du matériel biomédical notamment, qui peut être ancien, qui est souvent malheureusement pas maintenu par les fabricants. Et quel type de matériel on peut rentrer et attaquer un hôpital ? De quelle manière ? Sur quel type de matériel, quand vous dites matériel biomédical ? Dans un hôpital, il y a plein de matériel, par exemple pour faire des radios, pour l'IRM, pour des monitorings beaucoup plus simples, des équipements. Maintenant, on vient même sur des appareils qui mesurent la tension, qui sont connectés, etc. Et
à chaque fois, c'est un vecteur d'attaque possible, c'est une vulnérabilité possible qui augmente la surface d'attaque. Et si tous ces équipements sont à plat sur le même réseau, il suffit d'en trouver un pour pouvoir accéder à l'ensemble du réseau. Et quand vous parlez de segmentation, si je comprends bien, c'est la nécessité, par exemple, si on se fait attaquer du côté de la radio, de couper, d'arrêter complètement la radio pour arriver à protéger le reste et que ça ne se propage pas. C'est ça. Par exemple, pour un groupement, déjà, on peut segmenter entre les hôpitaux pour être sûr qu'on ne va pas pouvoir passer d'un hôpital à un autre. Dans l'hôpital, il y a la partie plutôt administrative, la partie médicale, la partie éventuellement publique, si les visiteurs ont accès à du Wi-Fi. Tout ça, il faut le segmenter. Ensuite, il va y avoir la partie d'administration pour que les administrateurs système de l'hôpital puissent gérer les machines. Pareil, il faut en faire un réseau à part qui soit coupé du reste. Et à chaque fois, comme ça, on découpe en plus petits morceaux qu'on sépare bien et on autorise vraiment au cas par cas. Vincent Templier, pour vous qui gérez l'informatique dans un CHU comme Montpellier, c'est combien justement de petits morceaux, comme nous dit Antoine Vacher, ou d'applications, d'équipements différents que vous avez à gérer dans un établissement comme le vôtre ? Alors, bon, la DSI, parce que moi je gère que la sécurité et je ne suis pas au niveau de la DSI, mais la DSI gère à peu près 400 logiciels métiers au niveau du CHU de Montpellier, uniquement sur l'informatique dite standard, donc en dehors du biomédical. Le biomédical est hors giron de la DSI conventionnelle, ce qui pose aussi un problème clairement au niveau sécurité, parce qu'on est avec des stratégies de sécurité qui devraient être globalisées au niveau de l'établissement, et ce qui ne l'est pas. Parce que ça dépend des directions différentes, ça dépend des choses différentes. Le monde informatique conventionnel, on va dire, la sécurité, ça nous parle parce qu'on est informaticien de base. Le monde biomédical, c'est des électroniciens qui sont passés à l'informatique. Donc, la façon de gérer les contrats et de gérer même la mise en place du matériel une fois qu'il est installé est totalement différente. Et la sécurité leur passe largement au-dessus de la tête. Ce qui pose réellement un véritable souci. Mais il ne faut pas oublier que là, on parle de l'intérieur. Ce qui a été très souligné, effectivement, qu'il ne faut pas s'arrêter à la partie périmétrique. C'est évident. Les grandes attaques actuellement dans les hôpitaux, ils viennent carrément de l'extérieur. L'informaticien reste quand même feignant à la base et il ne va pas venir se déplacer pour attaquer sa cible, alors qu'actuellement, il peut le faire d'un pays étranger tranquillement avec sa pizza d'un côté. Donc, on va déjà essayer de régler le premier aspect, c'est effectivement la partie périmétrique, la sensibilisation, comme ont dit mes confrères, et faire le changement culturel. Je pense que c'est ça qui est important au niveau d'un hôpital, c'est bien expliquer aux gens que la donnée de santé est une donnée qui vaut de l'or. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Vous n'allez pas à votre pièce d'or, vous ne la mettez pas à disposition dans la rue. C'est exactement la même chose. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce que vous venez de nous dire. La sensibilisation des collaborateurs à cette notion de santé. Vous dites effectivement, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, la question principale pour le soignant, c'est d'aller soigner. C'est d'abord sa première préoccupation. Et malheureusement, il peut être aussi vecteur ou porte ouverte finalement pour une attaque sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, c'est pas non plus c'est pas du jean-foutisme quelque part, pour reprendre une expression populaire. Ah, je vous vois hocher. Alors, allez-y, j'écoute. Oui, pas du jean-foutisme, ça dépend. Il y a quand même, on va dire, un changement culturel. Alors, je vais m'expliquer. Je suis totalement d'accord que, effectivement, quand vous êtes aux urgences, vous n'allez pas vous embêter à essayer de regarder si la donnée elle doit passer à droite ou à gauche. Ce qui vous intéresse, c'est de soigner la personne. C'est totalement évident. Donc là, il y a effectivement la protection qui est purement technique, qui est une protection de technicien. Et effectivement, la segmentation réseau, le fait de faire attention, les antivirus, etc., tout ce que vous voulez derrière. D'un autre côté, là où il y a une responsabilité personnelle de ces praticiens, et il n'y a pas que les praticiens, attention, c'est l'ensemble du personnel, c'est quelquefois d'essayer de contourner les systèmes de restriction qui ont été mis en place par les techniciens. Par exemple, concrètement. Concrètement, moi dernièrement, on a reçu, et on en reçoit tout le temps, du phishing avec le beau petit message traditionnel, qui sont très bien faits, attention, tout le monde peut se faire avoir, avec une petite URL qui permettait de récupérer les identifiants et mots de passe de la personne. Bien entendu, cette URL a été bloquée par notre système de défense, c'est totalement légitime. Mais c'est un phishing envoyé à un praticien, à un médecin. Et on a nos accès à tout le monde, ça a été envoyé à tout le monde. Et nous, on a nos accès en whitelist côté Internet, donc l'URL, elle n'aboutissait à rien.
la personne s'est dit, oh, les informaticiens, ils nous embêtent. Et c'est ce changement culturel qu'il faut avoir. C'est, ah, ils nous embêtent à nous mettre des restrictions Internet. La personne, elle est rentrée chez elle, elle a ouvert son webmail de chez elle, et puis elle a cliqué de chez elle avec sa liaison ADSL qui n'a aucune restriction Internet. Et puis elle a rentré ses identifiants, un mot de passe. 1 heure après, on avait une campagne de phishing au niveau de notre établissement en utilisant cet identifiant. Résultat, on a été blacklisté sur les plus grands FAI pendant plusieurs heures au niveau de notre messagerie, comme on était un spammer. Et on a eu de la chance parce que l'individu en question aurait pu utiliser cet identifiant mot de passe pour essayer de trouver le système de télétravail et pouvoir se connecter après à l'intérieur de l'hôpital. Donc vous voyez, il faut au niveau culturel aussi que ça évolue pour que l'informaticien qui fait des restrictions, parce que la sécurité effectivement est un frein au fonctionnel, c'est totalement évident, mais si on le fait, c'est pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire que si on met des restrictions en place, c'est pour protéger l'ensemble de l'établissement. Et contourner ces restrictions, c'est là où il faut qu'on sensibilise les gens pour leur expliquer que non, c'est pour leur bien, c'est pour le bien général en tout cas. C'est là que j'ai l'impression, en vous entendant, effectivement, qu'on part peut-être de plus loin dans le monde hospitalier au niveau de cette sensibilisation à la sécurité. Oui, totalement, parce que effectivement, autant que côté bancaire, je pense qu'on a cette culture générale de se dire attention, on fait attention à notre argent, c'est totalement évident. Et au niveau hospitalier, je pense qu'on n'a effectivement pas évalué le fait que la donnée de santé a une valorisation assez importante. Et on le voit bien sur le dark web, un dossier patient est très bien valorisé. Alors, il peut servir à énormément de choses et pas uniquement à l'exploitation des données de santé en tant que telles. Il peut servir en tant que chantage à l'être humain. On l'a vu dans une clinique en Finlande, une clinique psychiatrique qui s'est fait voler ses données. Il y a eu après un chantage à la personne parce que la clinique a refusé de payer. Ils ont dit il n'y a pas de souci, on va attaquer directement les gens. Il y a une valorisation effectivement de cette donnée. Et au CHU, on travaille sur 2 aspects. Effectivement, la protection technique, c'est important, et ce changement culturel, parce que pour nous, la plus grande peur, c'est la fuite de données. Un hôpital qui tombe avec un ransomware ou X ou Y, avec un arrêt de production comme il y a eu à Fabre, on voit que ça prend des semaines, des mois, avec effectivement un coût important de perte de production, mais on arrive à s'en relever. Par contre, un dossier patient qui est dans la nature, une fois qu'il est dans la nature, on ne peut pas le récupérer. Et la faute, elle est définitive. Et nous, on considère, à juste titre, et tous les hospitaliers considèrent ça, qu'un patient, quand il nous confie ses données de santé, il nous confie une part de sa vie privée et que cette partie est très importante. Et ça, c'est dans l'ADN, par contre, hospitalier, avec effectivement le secret professionnel. Il faut juste qu'on arrive à étendre ce secret professionnel à l'utilisation, effectivement, de la donnée de santé numérique. Et quand vous allez expliquer ça à des directeurs d'hôpitaux ou à des médecins ou à des CME, vous êtes écoutés ou vous passez pour un empêcheur de tourner en rond ? Bon, alors la sécurité, on passe toujours pour un empêcheur de tourner en rond, c'est la base. Mais j'ai eu énormément de chance dans mon malheur, c'est qu'à mon arrivée au CHU, on a eu une petite cyberattaque. Heureusement pour nous, on était segmenté côté réseau et donc on a isolé l'attaque à un seul de nos sites. Bon, ça faisait quand même un seul de nos sites, 600 ordinateurs qui étaient impactés et un arrêt de production quand même au niveau des soins. Et c'était quand même des soins qui étaient sur la neurologie, qui étaient la neurochir. Bon, c'était quand même pas des soins anodins. Donc ça a quand même marqué, on va dire, les esprits. Et il nous a fallu une petite semaine avec l'accompagnement de l'ANSSI, et je tiens à les remercier, en local, qui se sont déplacés de Paris pour nous aider. Et donc ça a duré une semaine pour rétablir la situation. On a eu beaucoup de chance. Énormément de chance parce qu'on était segmenté et qu'on n'est pas passé à la phase ransomware CryptoLocker. C'était pour l'instant parce que ça marche en poupée russe. Le plus souvent, on fait un petit truc qui va récupérer des données, qui va regarder, qui va observer. Nous, on a eu la chance, c'est que c'était un phishing de base, on n'était pas ciblé, santé. Donc, c'était un système qui regardait les aspects bancaires. Les aspects bancaires, on en a peu. Donc, finalement, surtout sur ce site-là, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, on a coupé. Mais le côté intéressant, c'est qu'on a profité de cette petite attaque pour, effectivement, sensibiliser la direction générale. La direction générale, quand vous avez un arrêt de production et que ça fait la une de la presse, forcément, a une oreille beaucoup plus attentive au risque cyber qui a été, pendant de nombreuses années, considéré comme un problème purement technique qui concerne que la DSI et les techniciens et en aucun cas l'organisation. Ce qui n'est
en aucun cas le cas. Et c'est pour ça au CHU de Montpellier qu'on est en train de lancer un plan de cyber-résilience qui est simplement, un mot un peu pompeux, pour dire un plan de continuité d'activité, mais non pas informatique, mais global au niveau de l'organisation. Vous dites que vous avez réussi, par exemple, sur ce plan-là, à sensibiliser une direction générale, et on sait qu'un directeur d'hôpital n'aime pas faire la une de la presse, surtout avec des mauvaises nouvelles le matin. Pour ce qui est du corps médical, cette fois-ci, des médecins ont-ils la même sensibilité que vous? Suivent-ils vos conseils quand il s'agit, par exemple, de choisir un équipement technique? Vous disiez que vous avez 400 logiciels, j'ai bien compris, sur vos établissements. Est-ce que là, vous avez votre mot à dire sur le corps médical? Alors, il y a une difficulté, c'est qu'effectivement, alors, le corps médical, il a besoin d'un outil pour travailler. Alors, c'est beaucoup plus prégnant ce problème sur la partie biomédicale que sur la partie informatique standard. Néanmoins, ça existe quand même à la marge. En local, on va avoir un besoin, je dis tout simplement, on a besoin d'un IRM. Bon, derrière, il y a toute la panoplie matérielle, mais aussi la panoplie logicielle. Si au niveau sécurité, on dit que ce logiciel effectivement ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire au niveau informatique, on va devoir regarder un deuxième et un troisième. Mais quand sur le marché, la sécurité coûte cher à l'éditeur à mettre en place en security by design, ce point n'est pas retenu dans leur roadmap, au final, on va se retrouver à faire quoi? À ne pas acheter d'IRM et ne pas avoir d'imagerie? Donc on est bien obligé d'en acheter un. Notre espoir, c'est plutôt, comme a indiqué Philippe Pont tout à l'heure, c'est d'intégrer la sécurité à l'intérieur d'un label logiciel qui obligerait les éditeurs, pour pouvoir vendre à l'intérieur des hôpitaux, un minimum de sécurité. On n'est pas très exigeant. Le club RSSI au niveau santé a demandé clairement, avec une liste au Père Noël de la sécurité, que ça soit intégré dans le label. On espère que ça y sera et que ça y sera vraiment en niveau contraignant. Justement, on va parler de contraintes et de réglementation. Charlotte Drapeau, pour vous qui êtes chef de bureau à l'ANSSI, je rappelle que c'est l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Vous êtes d'accord globalement avec ce que l'on a entendu? Il y a une spécificité quand même au niveau de la santé sur la cybersécurité, peut-être par manque de conscience de l'importance des données, manque de conscience des attaques dont on peut être victime, et puis manque de conscience souvent des conséquences que ça entraîne. Il y a un facteur humain qui est différent dans le monde de la santé? Alors effectivement, je confirme, le secteur de la santé a plusieurs caractéristiques qui lui sont propres. On a une surface d'exposition qui est importante, puisque une multitude d'usagers, des interconnexions importantes au sein des systèmes, avec des systèmes différents. On parlait du biomédical tout à l'heure, il y a effectivement les systèmes industriels, sans parler du SI de gestion ou du système d'information hospitalier. Donc voilà, effectivement, des spécificités. La crise cyber a commencé bien avant la crise sanitaire. Déjà en 2019, on a, notamment avec l'affaire de Rouen, une prise de conscience de l'importance et de la nécessité de sécuriser les établissements de santé en France. La crise sanitaire a aggravé cette situation-là, mais évidemment que la crise cyber ne s'arrêtera pas à la fin de la crise sanitaire. Donc, là-dessus, justement, vous parlez 2019, les choses se sont accélérées. Je disais en 2021, quand même, là, on a pratiquement un hôpital qui fait la une de la presse quasiment chaque semaine, au point qu'à la suite, notamment de l'attaque contre l'hôpital de Villefranche, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan de lutte contre les menaces numériques. Qu'est-ce qu'il contient précisément, ce plan ? Donc effectivement, il y a eu une accélération de la stratégie cyber au niveau national. Il y a eu un renforcement de la réglementation de la directive Nice. Donc c'est une directive européenne qui implique un certain nombre d'obligations pour les opérateurs qui sont désignés. On parle d'opérateurs de services essentiels. Donc ce sont les opérateurs critiques pour la survie économique et sociétale de la nation. Donc ces obligations sont au nombre de 4. La première est la désignation d'un point de contact auprès de l'agence pour nos futurs échanges. La deuxième obligation, c'est la désignation de systèmes d'information essentielle, qu'on appelle SIE.
La troisième obligation, c'est l'application de mesures de sécurité à ces systèmes critiques, donc qui sont indispensables pour réaliser l'activité de l'établissement, donc soigner les gens. Et enfin, la dernière obligation qui s'ajoute à l'obligation existante de déclaration des incidents auprès du ministère de la Santé et auprès de l'ANSSI. Et donc on voit une réglementation qui se durcit, ou en tout cas qui se précise, un cadre qui est très clair en matière de sécurité des données, de sécurité des établissements de santé. Est-ce que cela va se traduire en termes humains pour avoir plus de personnel spécialisé dans la cyberattaque, et en termes financiers derrière de la part de l'État? Alors, j'ai oublié de préciser, donc les établissements opérateurs de services essentiels qui ont été désignés donc, au 31 mai 2021 sont tous les établissements supports de GHT. Donc, effectivement, ces établissements vont devoir se mettre en conformité pour cela et donc répondre à leurs 4 obligations. Globalement, sur le secteur, la plupart des établissements de santé ne partent pas de zéro. Donc cette réglementation va permettre aussi de formaliser les choses, de formaliser l'existence, les plans à venir et de mettre effectivement une vraie stratégie de mise en conformité. La conformité réglementaire ne suffira pas et effectivement il va falloir avoir une vraie approche par les risques pour pouvoir gérer les risques et se sécuriser et du coup garantir la poursuite et le maintien de l'activité. Donc d'un côté, l'État demande aux établissements de santé finalement de prendre toutes les précautions et d'assurer une sécurité de leur système de santé et de continuité de leurs activités de santé. D'un autre côté, et on voyait dans les hôpitaux que je citais tout à l'heure qui ont été attaqués depuis le début de l'année, Arles, Oloron, Dax, Villefranche-sur-Saône, est-ce que des établissements de taille moyenne ont réellement les moyens humains et financiers de résister face à des cyberattaques ? Alors déjà, le fait d'être désigné opérateur de services essentiels, ça renforce la collaboration que l'ANSSI peut avoir avec ses établissements de santé. Donc on va pouvoir les accompagner au travers de guides de bonnes pratiques, d'échanges réguliers, d'assistance technique, potentiellement de soutien lorsqu'ils sont victimes d'un incident. En parallèle de ça, donc, le plan de relance donc, en matière de cybersécurité, donc, il y a 25 millions d'euros qui est dédié pour le secteur de la santé. Et donc les établissements supports de GHT ont cette possibilité de postuler à ce qu'on appelle des parcours de sécurité qui vont pouvoir qui vont les aider à mettre en œuvre leur sécurité dans le temps, donc au travers une feuille de route qui est issue d'un diagnostic. Donc on part de l'existant. Il y a un prestataire accompagnateur qui définit donc ce fameux pré-diagnostic pour ensuite établir cette feuille de route. Je me tourne vers vous à nouveau, Vincent Templier. On a dit que vous gérez la sécurité au CHU de Nice, mais également dans un groupement hospitalier territorial. Même question, est-ce que les petits ou les moyens établissements ont réellement les moyens de se protéger ? Alors déjà, le groupement hospitalier territoire fait en sorte qu'il y a un site support qui est censé être quand même assez gros. Nous, au niveau de Montpellier, on s'est structuré pour que le RSSI, justement, qui est moi-même, ait une vision stratégique sur la sécurité de façon globale au niveau du groupe et pas avoir un RSSI par hôpital, mais en avoir un pour tout l'ensemble. Donc déjà, ça accompagne la feuille de route. Le site support est là pour essayer d'aider et d'accompagner justement les petits sites qui ont moins les moyens et qui sont moins structurés. Néanmoins, on ne peut pas tout faire parce que déjà, le site support, il faut déjà qu'il gère sa propre informatique et ça se saurait si au niveau informatique, on avait pléthore de personnel. Vous êtes combien concrètement ? Pour la DSI uniquement du CHU, il y a 60 personnes. Pour à peu près 7700 ordinateurs conventionnels et à peu près l'équivalent au niveau biomédical. Et pour la cybersécurité ? Et pour la cybersécurité, il y a moi, ce qui est déjà pas mal. Et au niveau opérationnel, la DSI m'a mis à disposition 2 personnes. Donc vous êtes 3 pour gérer cette cybersécurité. Exactement. Ce qui fait effectivement peu par rapport à l'immensité de la tâche.
Et sur les autres petits sites, parce que nous on est quand même un CHU, donc avec 15 000 agents, donc vous voyez à peu près le dimensionnement de la sécurité par rapport à ça, c'est évident que pour répondre à votre question, quand on est un centre hospitalier avec 500 personnes, il y a dans le meilleur des cas 0,001 qui s'occupe de la sécurité, qui est souvent la personne qui s'occupe de la production, et le DSI, quand on va le voir en lui disant il faut que tu t'occupes de la production, plus de la sécurité, plus de la résilience, ça commence à lui faire l'imprimante de la beaucoup. direction qui marche pas. Voilà, et donc c'est évident qu'on ne peut pas demander, je pense, les mêmes choses à un petit établissement isolé, et là c'est le poids de l'histoire, mais les GHT sont faits quelque part un petit peu pour ça, avec un accompagnement du gros par rapport au petit sur ce genre de tâches. Faut-il encore que le gros ait les moyens de rattraper son histoire, qui est très très lourde à porter, pour après accompagner les autres comme il faudrait. Olivier Ziegler, combien de personnes chez Pierre Fabre sur spécifiquement sécurité aujourd'hui? Dédié sécurité, 4. Mais après, c'est vraiment la structure. Et puis après, il y a un certain nombre qui contribuent sur l'opérating, sur les opérations IT au quotidien. Ouais, Charles Drapeau, du coup, je reviens vers vous. Un établissement qui a une dizaine, un centre employé, 0,00001 ETP en cybersécurité, il fait comment? Alors, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, effectivement, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est très important que les usagers soient sensibilisés aux risques de leurs usages du numérique pour pouvoir garantir justement cette sécurité au plus proche du terrain, au plus proche du patient et donc à tous les niveaux de l'organisation. Question de béotien pour le coup. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je ne sais pas, un service de cybersécurité national, par abonnement, où chaque hôpital viendrait cotiser et on aurait une espèce de bulle sur tous les hôpitaux français de protection? Alors, il y a effectivement une organisation qui est en place grâce aux actions du ministère de la Santé avec qui on collabore quasiment quotidiennement. Ils ont donc un CERT santé, un CICERT sectoriel. Ce qui est important, c'est d'avoir une coordination au niveau national et puis ensuite une déclinaison au niveau local jusqu'à l'établissement avec les actions des RSSI en local. Ouais, je vous propose d'aller voir un petit peu comment se passent les choses, peut-être outre-Manche. Saïf Abed, vous êtes basé à Londres. Et en 2017, justement, au Royaume-Uni, le NHS, donc, qui est le grand service public de santé britannique, a été victime d'une énorme attaque en cybersécurité. Il y a eu 50 hôpitaux qui ont été touchés simultanément avec des conséquences extrêmement graves. Quelles leçons le NHS en a-t-il tiré? Et comment les choses, ou est-ce que les choses ont changé concrètement? Yes, there was a tremendous change. Frankly, you cannot protect an ecosystem with a team of 2 or 3 people who are told, you're the security team. And so one of the big elements was a huge injection of investment. Obviously, everyone wants more money. That happened. And you had the unit that was responsible for security, that was tiny, go from 4 people to 60 people in a few months. But really, the seismic change that has happened over the last 3 years, I would say, is almost a recognition that the word cybersecurity is a useless word. It makes us think about segmentation, microsegmentation, active directories, common vulnerability scores, things that are meaningless to anyone sitting in a boardroom, things that are meaningless to the general public, things that are also meaningless to a lot of the vendors and suppliers that we're dependent on. There's been a shift in mindset to understand what is business risk? What is the impact clinically of a digital failure? What is the impact to our operational scalability? What is the impact financially, reputationally? And all of these things have fed into how business cases are designed by government agencies, by local healthcare organizations to fund cybersecurity programs. And I think it's that fundamental shift away from, is security about data privacy? What is security all about? It became very clear. It's national critical infrastructure. When it shuts down,
this is a disaster, and we need to treat it with a disaster response and appropriate investment in people and processes, not just technology. And that's permeated through everything since WannaCry. Donc cela veut dire, si je vous comprends bien, que l'accent a plus été porté par le NHS, non pas uniquement sur la protection des données, la protection de l'hôpital, mais plutôt sur son organisation en cas d'attaque critique et notamment la continuité d'activité. Fundamentally, that is exactly what needs to happen. You can be the richest company in the world, the richest hospital, you can buy all the technology. If you don't invest in the people and the processes, if they don't know what to do, if they are not mature on the subject of risk as it is relevant to their role, you cannot defend against the inevitable technical attack that's going to happen. And so something I've always said is your incident response plan in healthcare or in any part of the supply chain is not first and foremost a technical incident response plan. It is a business as usual, business continuity, clinical response plan. So if we just take a hospital, for example, do the doctors and the nurses know what to do when all the systems stop working? Do they know how to keep looking after patients? Do they have a backup plan? Is it rehearsed? Then on the technical side, everyone else can figure out how do we bring the key systems up. But that's the first step. How do we maintain business as usual? Est-ce que cela veut dire, du coup, de manière très concrète et factuelle, lorsque vous faites des entraînements à la cybersécurité au sein du NHS notamment, on n'est plus seulement sur un entraînement virtuel, informatique, défense contre un phishing, mais on est vraiment sur du plan de continuité d'activité, par exemple sans messagerie, sans dossier, avec des papiers, et remettre les gens dans ces conditions-là pour s'entraîner à retravailler à nouveau à l'ancienne, comme il y a 30 ans. Yes, and more importantly than email, if the pathology server goes down, if the imaging server goes down, if the medication prescribing system goes down, we don't just stop looking after patients. Speaking as a doctor myself, I haven't practiced in a while, but when systems went down, not because of cyber attacks back in the day, we could still look after our patients. We knew what to do. It was a part of our training. And I feel that there's this obsession now with cybersecurity that distracts from what is the mission? The mission is to look after patients at scale, to maintain supply chains at scale, to achieve that. So I feel it's a bit different. Ouais, Olivier Ziegler, est-ce que cela a influé également chez Pierre Fabre? Est-ce que du coup, un entraînement cybersécurité pour vous, pour vos équipes, a changé en se disant, et si demain on devait revenir au papier, au crayon, comment est-ce que l'on fait? Pour nous, c'est pas possible. Parce que nous, quand on livre des médicaments, ils sont tous tracés. Chacune des boîtes doit être suivie, déclarée aux autorités. Donc non, ce qui a montré clairement la cybersécurité, c'est que le système d'information était absolument indispensable pour fonctionner sur le plan des produits, de la logistique, de la production, etc., de la R&D. On a quand même livré à la main tous les médicaments importants, anti-cancer, etc. On a des systèmes détournés, mais qui sont forcément extrêmement limités vu les volumes que l'on gère. Et donc, voilà, donc de ce côté-là, nous, on n'a pas la possibilité de faire ça, c'est pas possible. D'où la nécessité de pouvoir réagir beaucoup plus rapidement demain et tout ce qu'on a reconstruit aujourd'hui. Et une certaine prise de conscience, effectivement, que on est tous sur le changement culturel des gens. Donc, on faisait des systèmes de phishing dans 13 langues, dans 26 pays, pour entraîner les gens. Bon, ça n'a pas suffi, malheureusement, mais on avait fait 7 campagnes en 2020 sur le sujet, quand même, avec à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était pris dans l'exercice, on le reformait, on lui réexpliquait. Voilà. Donc, c'est un entraînement sans fin. Voilà. Donc, non, ça n'a pas suffi. Non. Vincent Templier, est-ce que demain, au CHU de Montpellier, vous pourriez faire un exercice retour au travail, sans ordinateur, sans mail, sans dossier patient, au papier et au crayon, ce qui est le cas dans certains hôpitaux que je citais en début de session et qui se sont retrouvés dans ces conditions de travail très dégradées. Alors effectivement, on apprend de l'expérience des autres, même si elle est très malheureuse pour eux. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, un plan de cyber-résilience qui est le mode de fonctionnement, l'organisation, et c'est pas du tout quelque chose de technique, c'est en partant du principe qu'il n'y a plus d'informatique du tout. Il faut partir du postulat, il n'y a plus d'informatique, c'est ce qui est arrivé chez nos collègues, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas. Moi, les gens qui me disent oui, mais avec toute la sécurité, tout l'argent qu'on dépense dans la RSSI, on est tranquille.
fil, c'est faux. Si la personne veut rentrer, elle rentrera. Et l'erreur est humaine. On en voit bien que même avec des campagnes de sensibilisation sur les phishing, on n'est jamais à l'abri d'avoir un risque à un moment donné. Les phishing sont quand même de mieux en mieux faits. Sincèrement, je pense qu'il devient compliqué pour l'employeur d'incriminer, on va dire, son employé qui a cliqué, parce que tout le monde peut se faire avoir. Et effectivement, on se prépare à le zéro informatique. De quoi on a besoin? Alors bien entendu, sur un hôpital avec la taille d'un CHU où on a quasiment tous les types de soins possibles et imaginables, on est obligé de définir un périmètre assez restreint. On ne va pas s'amuser à gérer la totalité de la totalité, mais il y a un minimum à faire, dont le travail des SIE, quelque part. Hein, ça se recoupe, hein, tout se recoupe un petit peu, et il faut que tout arrive à fonctionner, parce que on a même l'électricité, on n'y pense pas, mais la partie l'informatique, elle est partout, et même sur la production électrique. Hein. Si on n'a plus d'électricité dans un hôpital, vous pouvez imaginer les dégâts. Donc, il y a certains niveaux, nous on se prépare à un arrêt total de l'informatique. Mais par contre, on fait en sorte quand même, on part du postulat que l'électricité reste. Hein. Et il y a des hôpitaux, je peux vous en citer, qui ces dernières années, effectivement, se sont retrouvés sans électricité et du coup sans informatique derrière. Docteur Saïd Abed, vous insistez beaucoup sur la nécessité donc de poursuivre l'activité. Pour vous qui avez un regard très européen et qui êtes conseiller auprès de l'Union européenne et de l'OMS, toujours cette question intéressante. Vous dites qu'il y a un différentiel quand même entre pays européens, la France, l'Allemagne aussi, qui ont leurs histoires, sont très centrés sur la protection de la donnée, protection des dossiers, protection des données privées. Et peut-être ce n'est pas là l'essentiel. On se focalise sur cette question alors que l'essentiel dans la cybersécurité n'est pas ce point-là. So you have to look at it in a very specific lens. Before ransomware attacks became the most fashionable thing, it was data breaches. You know, everyone was stealing data, and you had all these big American insurers, their data was being stolen. Then ransomware became the big thing, and it keeps getting bigger and bigger. Sitting in Europe, looking at the structure of our health systems being publicly funded, I want to just pick up a point, not to disagree, but just to point out that the value of medical data from the public sector in European markets is not as valuable as American data. Ah bon, pourquoi? Well, it's the business model for selling European medical data isn't the same as making money out of American medical data. It's very simple. It's just economics. And so we see very few cases like the blackmail case out of Finland. But what we are seeing a lot, and the attackers know where to make their money, is compromising critical infrastructure and to turn up the clinical urgency as much as possible. The more you can contact the C-level management and tell them, your emergency room is going to shut down. Your cancer care is going to shut down. You're going to be all over the papers. By the way, don't contact the police because we'll leak the data that we've stolen as well as continuing the ransomware. There is this cultural shift, I believe, that's necessary when we talk about cybersecurity and healthcare to start with the failure of critical infrastructure. I'm going to say one thing that's controversial. If you look at security, the type of harm is divided into three. A loss of confidentiality, a loss of data integrity, and loss of availability. I always say this, confidentiality doesn't kill. If you lose availability, and God forbid, its integrity and someone tampers and scrambles all your data at scale across the system, people will be hurt as a consequence of that. Not necessarily die, but people will be hurt. When someone's confidentiality is breached, it's very important, but it is an ethical problem. It is a rights problem most of the time. It's rare that it's the case of someone's HIV results or mental health, which is important. I'm not saying it's not important. But the scalability of the other two when they fail is massive. It's countrywide. And I think that perspective and cultural shifts that everyone has mentioned is an important one too. Ouais, je pense que ça fera forcément réagir dans la salle, effectivement. La confidentialité, la perte de confidentialité ne tue pas. En revanche, la perte de continuité d'activité dans un établissement de santé peut être mortelle pour certains patients. Pour vous qui avez un regard européen, est-ce que la solution de protection peut venir de l'Europe en la matière? Est-ce qu'on peut avoir une solution européenne ou simplement seulement des solutions de défense contre les attaques État par État ou simplement établissement par établissement?
In a way. So I do subscribe to the view that the way we should be protecting healthcare, as you can see, I have an obsession with critical infrastructure, is almost militaristic in nature. And so the same way that we have defense treaties between countries, I believe we should have treaties and the sharing of infrastructure and resources, if possible, to form an almost mandatory infrastructure to protect health systems across Europe. But I also, would like to have a $10 million house with an ocean view. I don't really think it's realistic that it will ever happen. What European level organizations can do is they can get donation and funding and grants from different member states to form initiatives here and there, form some infrastructure. But you can't really force any nation to adopt any infrastructure that's developed at a, should we say, pan-European or even global level. So the easy answer is yes, it would be great, and I think it would be very effective. I've spoken to, I've seen agencies like NATO talk about healthcare security more and more. How useful that is, I don't really know. But the reality is you have to get your own house in order in your individual nation before anything is really going to happen at a level above that, frankly. Vincent Templier, là, une réponse peut-être européenne. Vous insistiez tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des normes, une réglementation peut-être plus précise, plus stricte, au moins au niveau de l'État français. Est-ce que finalement l'Europe, qui a réussi à faire la RGPD, à aussi nous protéger d'une certaine manière, ne peut pas avoir une réglementation plus importante et être un bouclier, ou pas du tout, ou est-ce un rêve, hein? Alors déjà, je vais déjà réagir en amont à ce qui vient d'être dit sur la confidentialité ne tue pas. Là, et clairement, ça montre une différence culturelle, je pense, et d'approche évidente, hein, comme ça a été indiqué. Nous, en France, on considère qu'effectivement, l'atteinte à la confidentialité peut tuer. Je peux pousser quasiment l'ensemble des personnes qui ont en psychiatrie des gros problèmes et qui sont quelque part aussi, quelquefois, chefs d'entreprise, qui peuvent avoir des responsabilités. Quelqu'un qui a le VIH, le pousser à se suicider. Sans aucun souci, c'est déjà arrivé maintes et maintes fois, malheureusement. Donc, effectivement, c'est peut-être pas une mort directe, c'est une mort indirecte. En France, culturellement, on y fait très attention, même aux morts indirectes. C'est peut-être une différence fondamentale, surtout parce que dans l'État public, l'hôpital public, voilà, on n'a peut-être pas non plus les mêmes implications commerciales sur le soin. Donc ça, c'est culturel. Pour l'Angleterre, on est sur un grand service public quand même d'hôpital. C'est sur la partie culturelle, on va dire. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais c'est justement l'intérêt de l'université e-santé, c'est justement de partager au niveau européen. Sur la partie européenne, la protection, nous, on attend en tout cas côté RSSI un effort côté européen et une pression qui peut être faite au niveau des éditeurs. C'est un constat dans certaines parties, en tout cas au niveau de l'hôpital, on est dans l'obligation de faire appel à des sociétés externes, des sociétés qui sont souvent internationales, voire américaines. Côté américain, effectivement, le marché européen n'est pas énorme pour eux. Enfin, en tout cas, le marché français n'est pas énorme. Côté européen, ça commence quand même à peser un petit peu sur la balance commerciale. Et donc, ils peuvent peut-être changer leur roadmap pour intégrer certaines spécificités de sécurité qui sont attendues par les Européens et par les Français, mais en aucun cas uniquement pour les Français. Donc c'est vrai que la pression au niveau de ces éditeurs, elle peut se faire uniquement au niveau européen et leur imposer certaines choses. Par exemple, on le voit pour la partie télémaintenance, il y a énormément sur le biomédical, un accès porte ouverte où moi je suis encore en train de me battre pour interdire certains prestataires d'installer leur routeur 4G directement raccordé sur Internet avec une prise en main 24/24, 7 jours sur 7 sur mon établissement. Quand je leur dis non, ça ne va pas être possible, ils me disent pourquoi ? Bon. Et à un moment donné, on voit bien qu'il va falloir que ça se fasse. Mais il faut bien que je travaille, j'ai toujours l'obligation de production. Donc quand je vais voir le DSI en lui disant non, c'est pas possible, il me dit oui, mais on fait comment ? Donc on est pour l'instant que dans le compromis. Et ce qu'on attend de l'Europe, potentiellement, c'est effectivement de mettre des règles, comme ils ont fait pour le RGPD, et de dire maintenant, on siffle à la fin de la récréation. Ce qu'on attend, nous, c'est ça, ça et ça. Et puis l'affaire, elle est réglée. Et éviter à chaque hôpital, au niveau local, de devoir faire un bras de fer avec des mastodontes où on n'a pas la force, voilà, pour lutter contre eux. Bruno Chara, vous travaillez, vous, au sein de la division recherche technologique au CEA, donc je rappelle, le commissariat à l'énergie atomique. Question, si on élargit encore plus que le cadre français ou le cadre européen, est-ce que le monde de la santé, finalement, peut assurer seul sa sécurité, ou est-ce qu'il ne va pas devoir s'appuyer sur d'autres services, d'autres unités, d'autres savoir-faire
en dehors du monde de l'hôpital et de la santé. Vous venez de l'énergie atomique, qu'elle soit civile ou qu'elle soit militaire. On sait que là, la protection des données et des systèmes d'information, elle est primordiale. Non, donc il n'y a pas de doute que le monde de la santé va devoir s'appuyer sur la filière des industries de sécurité qui existe. On a en France un Conseil national de l'industrie qui a mis en place un certain nombre de filières. Et parmi ces filières, il y a celle des industries de sécurité, qui est une des plus dynamiques, et dans laquelle il y a un certain nombre d'acteurs, qui soient soit des grands groupes internationaux, soit des PME. Et tout l'enjeu, ça va être de voir comment ces acteurs qui font des produits parfaitement ciblés pour le monde de la défense, pour le monde du bancaire, de la finance, vont pouvoir trouver des produits bien adaptés aux spécificités du monde de la santé. Et ça va passer par des collaborations rapprochées entre la filière de la santé et la filière des industries de sécurité. À terme, ça veut dire quoi, par exemple? Alors, on peut les citer parce qu'ils ont été là. On a des grands acteurs comme Thales, on a des grands acteurs comme Atos en France qui ont d'excellents services de cybersécurité. Ça veut dire que finalement, à terme, ce seraient eux les prestataires et qu'un établissement de santé serait quelque part, au bout d'un moment, obligé de passer par un prestataire extérieur, vu qu'en interne, il n'arrivera pas à maintenir sa propre sécurité, par faute de moyens ou de savoir-faire. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense que quand vous sécurisez un hôpital, vous n'allez pas refaire votre propre sonde, vous n'allez pas faire votre système de suivi de données, vous allez acheter des outils et après vous allez les mettre en œuvre dans votre référentiel métier. Donc la question, c'est après, est-ce qu'il y a vraiment encore des spécificités du monde de la santé qui nécessitent de nouveaux outils? Je sais qu'il y a des réflexions pour avoir dans le cadre du plan de relance des grands démonstrateurs sur l'hôpital sécurisé. Je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait déboucher, mais l'idée, c'est vraiment d'adapter des outils pour les rendre plus adaptés au monde de la santé. Alors, on voit beaucoup de choses qui sont dites autour de cette table, notamment sur les conséquences de cyberattaques, que ce soit chez des laboratoires ou dans des hôpitaux qui font déjà frémir. Et vous, qui au CEA faites de la prospective sur ce qui peut se passer dans les prochaines années, malheureusement, vous n'êtes pas là pour nous rassurer. J'ai envie de dire, on frémit encore plus lorsque l'on vous attend sur ce qui se prépare en matière de cyberattaque, c'est-à-dire... Ce qui est clair, c'est que, encore une fois, sans être anxiogène, mais il faut quand même avoir l'image que le temps des attaquants qui étaient des ados à sweat et capuche, il est vraiment fini. Comme le dit Guillaume Poupard, le DG de l'ANSSI, on est face à des gangs qui gèrent des grandes sommes d'argent. Quand on dit grande somme d'argent, c'est des centaines de millions de dollars de recettes chaque année, voire des milliards. Parce qu'une partie des personnes continuent à payer quand vous avez un ransomware ? Parce que c'est extrêmement industrialisé, parce qu'il y a toute une chaîne économique qui s'est mise en place avec des gens qui font des outils et d'autres qui les exploitent, avec une vraie approche d'innovation. Il y a des concours d'innovation pour voir comment mieux casser les protections. Le trophée d'innovation cyberattaque, c'est une prochaine idée pour l'université. Encore une fois, sur le Darknet, vous avez déjà des trophées d'innovation pour faire des nouveaux exploits. Vous avez, la semaine dernière, il y a une publication d'un groupe qui a pris de la recherche universitaire et qu'on a fait une nouvelle façon d'attaquer. Donc il ne faut surtout pas voir le monde des pirates comme des individus isolés. C'est des industries. L'attaque SolarWinds, ça a été des centaines d'ingénieurs qui ont travaillé de concert pour être capables de pénétrer toutes les agences aux États-Unis et beaucoup dans le monde plus généralement. Là-dessus, alors non seulement les cyberattaqueurs présents dans le système de mafia sont en train de s'unir, de faire un groupe, de s'industrialiser, je retiens le mot, et les outils informatiques d'attaque sont de plus en plus performants. Tout à fait. Et ils sont nourris par les progrès en technologie numérique. Là, vous avez vu qu'il y a un plan quantique qui est en train d'être fait pour disposer d'une suprématie quantique en France et dans un certain nombre de pays. Le jour où il y a un ordinateur quantique, quand il aura une certaine taille, ça sera très pratique pour casser certains verrous de la cryptographie. Donc c'est pour ça qu'il faut dès maintenant être capable de s'organiser, de travailler sur les technologies du futur, parce que ça va être indispensable de préparer les futures attaques. Alors justement, vous au sein du CEA, vous travaillez sur quel type de technologie du futur, quel type d'innovation ? Il y a une vraie stratégie au niveau de l'État de financer ce travail d'amont. Donc il y a eu, dans le cadre de la stratégie d'accélération que vous avez mentionné plus tôt, un programme d'équipement prioritaire de recherche qui est copiloté par le CEA, le CNRS et INRIA. Et l'objectif, c'est de travailler sur un certain nombre d'enjeux, comme la prétoxion des données, comme la cryptographie post-quantique, comme la capacité d'avoir des matériels résistants. Et c'est tout ça sur lequel toute la recherche française se mobilise. Je vous pose la même question qu'à vos voisins tout à l'heure. Face à des groupes qui sont de mieux en mieux organisés, qui sont mondialisés, qui sont structurés, vous dites même qu'ils sont industrialisés dans leurs attaques, est-ce que la réponse peut encore se faire au niveau d'un établissement de santé? Est-ce qu'elle doit se faire au niveau d'un État? Est-ce qu'elle doit se faire au niveau européen? Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le regard sur l'Europe a changé ces 10 dernières années. L'ANSSI vient de publier ses papiers numériques et vous avez un texte de Guillaume Poupard, le directeur général, qui montre comment, depuis 2010, il y a eu un vrai changement de paradigme.
Alors, en 2010, quand l'Europe a voulu saisir du sujet de la cybersécurité, la question était comment un sujet qui est régalien peut être traité au niveau européen. Et puis il y a eu la directive Nice, puis le règlement sur la gestion des données, le RGPD. Et on voit que maintenant l'Europe est plutôt un très bon outil et que des organismes comme l'European Cyber Security Organization, dont Guillaume Poupard est le vice-président, et dans lequel le CEA s'est impliqué, un certain nombre d'initiatives qui essaient de faire travailler des acteurs de la recherche, de l'innovation sur des sujets, comme le pilote Sparta, dans lequel on est très impliqué côté CEA, permettent de faire travailler ces gens pour essayer de trouver des solutions et avec toujours cet objectif, c'est de faire apparaître des leaders industriels. Vous avez vu la déclaration de l'État qui a été faite par le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il y a quelques jours, le 15 septembre. Et la question qu'elle a posée, c'est il ne faut pas juste qu'on résiste à la menace cyber, il faut qu'on soit des leaders dans ce domaine et qu'on soit capable d'avoir une industrie. Et il y a une vraie volonté au niveau Europe de faire émerger ces leaders. Ce qui éviterait, par exemple, que le gouvernement français choisisse Azure et Microsoft pour aller faire héberger ces données de santé. Par exemple, ou utilise Palantir aussi, qui avait fait beaucoup de controverses quand ça a été choisi par la DGSI pour faire de l'extraction de données. Ouais. Olivier Ziegler, pour clore cette table et avant de laisser la parole à tous ceux qui vous ont écouté, quel changement concret finalement chez Pierre Fabre? Est-ce qu'aujourd'hui les collaborateurs ont une autre approche de la cybersécurité après ce qui vous est arrivé? Est-ce que vos manières de fonctionner, vos workflows, vos manières de produire ont changé? Est-ce que les actes du quotidien avec son ordinateur, qu'on laisse allumer chez soi, Wi-Fi ou autre, ça a bougé? C'est pas facile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, c'est sûr. On a tendance à dire que déjà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc là, il y a une prise de conscience que voilà, on est ressorti plus fort de cette crise et ça, d'ailleurs, l'activité est très bonne. Mais dans les gestes du quotidien, c'est un travail de longue haleine. Et c'est un peu comme dans la sécurité même physique. La semaine dernière, il y avait la sécurité physique dans les usines. On a beau avoir des gens qui font de la sécurité, c'est chaque ouvrier, c'est chaque contremaître, c'est chaque personne dans l'usine qui est le premier responsable de sa sécurité. Cette prise de conscience-là, dire que c'est chacun qui est le premier responsable de la sécurité de l'ensemble, c'est quelque chose qu'on explique, qu'on va réexpliquer encore plus. On travaille en ce moment à tout un programme de communication mondiale sur le sujet. C'est vraiment dans la durée. En tout cas, ils ont vraiment pris conscience que quand ça plante, ça plante. Vincent Templier, juste aussi en dernière parole, je sais que vous vouliez profiter de cette table, on a pas mal d'éditeurs cependant dans la salle qui nous écoutent pour lancer vraiment un appel aux éditeurs encore plus fort sur la cybersécurité. Oui, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que le label de logiciel qui est dans la partie du Ségur, je pense que c'est un point très intéressant d'y intégrer toutes les problématiques de sécurité pour qu'au niveau des éditeurs, il y ait un sécurité by design, bien entendu. Alors c'est un grand mot à la mode, c'est bien sympa, mais dans la réalité, actuellement, on en est très loin avec des logiciels qui... Bon, alors je comprends la difficulté pour les éditeurs de mettre en œuvre cette partie-là, mais je pense qu'il y a quand même, quand on crée un logiciel qui a vocation à aller dans les hôpitaux, le minimum du minimum, c'est quand même au moins de faire un audit sécurité sur son logiciel avant de le mettre en commercialisation. Là, à force de constater que ce n'est pas le cas, j'ai fait remonter plusieurs anomalies sur des logiciels moi-même et l'éditeur en question m'a dit je vous remercie, ça me fait un audit. C'est quand même pas la normalité. C'est quand même en principe, on est client, on achète une solution logicielle, on l'intègre dans un hôpital, on est quand même en droit d'avoir un logiciel qui est complètement sécurisé. Et j'espère que les éditeurs, parce qu'ils prendront cette mesure quand même au sérieux, et parce que quelque part derrière, c'est aussi leur image qui en pâtiront si ça ne va pas. Ouais, j'espère que l'éditeur vous a fait une bonne remise à l'arrivée. Merci beaucoup à tous. On peut les applaudir pour cette table où on a ce grand débat, où on a brossé très très large depuis les mesures concrètes en laboratoire, ce qui se passe, les failles humaines qu'on peut avoir, puis monter au niveau européen et mondial. Je vous propose de prendre les 10 dernières minutes qui nous restent pour poser toutes vos questions. Là, on a vraiment un magnifique panel de compétences pour nous répondre sur la cybersécurité. On va faire passer le micro. Qu'est-ce qui s'y lance en premier? Alors, attendez. On me disait qu'il y avait des bras qui se levaient. Ouais, c'est là-bas. Alors, voilà. Il y a un premier bras ici, un autre au fond. Voilà. Ah, vous n'avez pas de micro. Attendez, c'est pas grave. On va vous en piquer un. Je prends votre Antoine. Voilà. Allez-y. Donc, voilà. Monsieur ici. Et puis, une autre question au fond. Voilà.
relevez les mains qu'on vous voit. Oui, merci. Je passe devant l'ARS, désolé. Philippe Béder, donc MIPI, qui fait des logiciels sécurisés, mais Vincent le sait. Juste une question. L'exemple des hôpitaux qui ont été cités, Villefranche-sur-Saône notamment, et qui ont été attaqués et qui ont beaucoup souffert, a montré qu'ils étaient un peu préparés, mais pas totalement préparés à ce type d'attaque. Notamment, on avait des procédures dégradées, il y a des politiques publiques qui avaient aidé. Mais un des phénomènes qui n'était pas du tout anticipé, c'était effectivement la coupure totale du SI et du téléphone, et surtout une coupure sur une très longue durée. C'est une chose de ne pas avoir de SI pendant un jour, c'est une autre paire de manches de ne pas en avoir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, par rapport au CHU, voire au GHT, est-ce que vous en avez tiré des leçons et qu'est-ce qui se passe chez vous dans cette dimension-là ? Oui, alors exactement, c'est pour ça qu'on remet le plan de cyber-résilience et son objectif, c'est effectivement de travailler avec le zéro informatique, vraiment voilà, l'arrêt total du SI et sur une longue durée. Parce que comme vous venez de l'indiquer, la panne, elle n'est pas sur 24 heures, elle est sur plusieurs semaines et la reconstruction se fait de façon lente et laborieuse. Alors pourquoi lente et laborieuse, hein? C'est pas que les établissements de santé sont nuls sur leur plan de retour d'activité informatique. C'est juste qu'il faut resynchroniser les bases, les éditeurs. On a besoin des éditeurs pour travailler sur la synchronisation des bases parce que nous-mêmes, on connaît pas on va dire l'intérieur du moteur du logiciel. Donc, on est bien obligé de s'appuyer sur les éditeurs pour le faire. Les éditeurs, ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas quelqu'un qui attend à 3 heures du matin un samedi parce que les pirates ont quand même bien compris le mode de fonctionnement. Hein. Ils nous attaquent à partir du vendredi soir et tout le week-end. Donc, quand ça Olivier Ziegler ne dort plus et il est en veille tous les week-ends. Dès qu'il voit 4 heures du matin, il s'inquiète, surtout la veille d'un poisson d'avril. Donc, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est le cas. Et donc, effectivement, on se prépare totalement à ce plan de cyber-résilience, mais ça prend du temps. C'est un changement culturel, un changement d'organisation. Et selon la taille de l'hôpital, effectivement, il faut s'y préparer. Et c'est encore une fois pas du tout un problème technique. La partie technique d'un retour d'activité, c'est, j'ai envie de dire, 20% du problème. Le gros souci, c'est effectivement quand on n'a plus rien, comment on fait, pour répondre aux plusieurs missions. C'est la première mission, quand on a ce genre d'attaque, c'est arrêter l'hémorragie. Alors là, on fait appel à des sociétés extérieures spécialisées dans ce genre d'intervention, parce qu'on n'a pas les compétences du tout pour le faire. 2, que la DSI fasse leur mission première, c'est-à-dire essayer de faire la remédiation. Donc là, à partir restauration, resynchronisation, et ça prend des semaines et voire des mois si ça n'a pas été anticipé. Donc effectivement, on anticipe aussi cette partie-là, c'est-à-dire essayer de prioriser le retour d'activité. Et puis la troisième, qui est souvent oubliée et qui a été totalement oubliée par la plupart des hôpitaux, c'est que fait-on pendant ce laps de temps qui peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois où on n'a pas d'informatique du tout pour faire tourner notre organisation. Et c'est sur ce dernier volet qu'on a une prise de conscience assez forte et violente, parce que forcément, ce qui est arrivé à nos confrères, c'est quand même assez violent. Et on a cette prise de conscience et on lance un plan d'action sur ce sujet. Il faut voir aussi que côté culturel, les hôpitaux ont toujours pensé pendant de longues années on n'allait pas être touché parce qu'on était les gentils et que personne n'allait toucher les hôpitaux. Bon, c'est totalement faux. L'argent n'a pas d'odeur. Donc, D'autres questions, monsieur? Guy Marty, je suis chargé de mission. On m'entend ? Guy Marty, donc je suis chargé de mission au système d'information à l'ARS Occitanie, plutôt orienté sur les établissements. Donc c'est moi qui examine tous les dossiers de demande de financement et dans lesquels il y a des parties sécurité à vérifier. Donc maintenant, je sais que j'ajouterai une question, c'est combien de temps tiendrez-vous avec votre procédure dégradée ? Non, mais, mais aux établissements, ça permet de se poser la question. Si c'était pas posé la question, ils se poseront la question. Donc je vais ajouter ça dans ma liste des questions à poser, même si je ne jugerai pas là-dessus. L'autre élément important, c'est on a parlé des petits établissements, donc avec la difficulté, donc il y a 0,01 de consacré à la sécurité. Un certain nombre on contourne le problème en disant on va utiliser des services en ligne. Donc avec un éditeur en ligne. Récemment, on en a eu un national qui est tombé, et donc je pense que l'impact, ça a été 900 établissements, plutôt des ESMS qui ont été impactés. Et donc, alors j'ai eu du mal à suivre toute l'actualité législative là-dessus, donc la question elle porte à la NCCI. Est-ce que ces opérateurs en ligne, ces gros fournisseurs d'applications en ligne, vont être intégrés dans les OSE ou quelque chose comme ça, pour pouvoir s'assurer que
quand un d'eux est victime d'une attaque, ce n'est pas tout un pan du secteur de la santé qui soit sacrifié et arrêté pendant plusieurs semaines, puisque pour remonter et redémarrer, il faut malheureusement plusieurs semaines. Charlotte Drapeau. Alors, effectivement, la dernière vague en date du 31 mai concernait les opérateurs établissements de santé avec une date d'application au 1er septembre, donc c'est très récent. Il faut savoir que l'ANSSI délivre de ce qu'on appelle des visas de sécurité qui permet justement d'avoir un gage de confiance envers certains prestataires. Et donc, on préconise effectivement le recours à des prestataires qui disposent d'un visa. C'est terrible cette question, parce que soit on prend effectivement un bouclier ou un prestataire national, mais si lui-même est touché, ce sont plusieurs centaines là, pour le coup d'établissements qui sont touchés. Soit on essaie de se défendre un peu tout seul, mais en étant protégé, en étant moins bien protégé peut-être. Il faut concilier les deux, c'est-à-dire avoir recours à des prestataires qui disposent d'un visa, ça peut être une solution, mais effectivement renforcer sa sécurité, comme on le disait tout à l'heure, en local. Autre question, monsieur. Oui, Denis Lerat, de DSI de l'ARS La Réunion. Ma question concerne la gouvernance. En fait, je sais qui finance le secteur médico-social, je sais qui finance le secteur de la santé, je sais aussi qui finance la médecine de ville. Par contre, je ne sais pas où est la gouvernance sur la cybersécurité en France. Je ne sais pas qui pilote ça. Gouvernance au sein d'un établissement hospitalier, ou gouvernance de manière étatique? Au niveau national, c'est-à-dire est-ce que c'est l'ANSSI, est-ce que c'est le secrétariat d'État au numérique, est-ce que c'est les services du Premier ministre qui coordonne les actions sur la cybersécurité dédiée à la santé? Charlotte Drapeau. Alors, chaque opérateur finance sa propre sécurité. Après, nous, ANSSI, donc, en tant qu'autorité nationale, effectivement, on s'adresse à l'ensemble des entités publiques et des opérateurs donc critiques, opérateurs d'importance vitale ou opérateurs de services essentiels. Et on se coordonne avec le ministère de tutelle, donc le ministère de la Santé, pour l'ensemble des actions qui sont menées sur le secteur. Monsieur. Oui, bonjour, Emmanuel Canès de la société Dell. Moi, j'ai une question en rapport aussi avec la vision un peu européenne, parce qu'on parle de moyens, on parle de capacité à pouvoir mettre en place des systèmes résistants, mais quand je regarde le budget informatique d'un hôpital en France par rapport à la NHS, je vois qu'il y a quand même une différence de maturité digitale entre les établissements qui est importante. Je pense que au niveau de la NHS, on a la capacité à pouvoir embaucher des RSSI, mettre en place des infrastructures. Moi, quand je compare aujourd'hui le budget d'un hôpital en France par rapport à la NHS, j'aimerais bien savoir au niveau de la NHS, ou en tout cas au niveau des Anglais, comment est géré déjà un budget IT par rapport au budget de l'hôpital et le volet sécurité de cette partie-là. On va poser la question à Saïfabet, sachant que le système de la NHS est un système totalement intégré, pour le coup, pour les hôpitaux britanniques, qui est aussi différent du système français. Néanmoins, on vous pose la question. So a very important point to make here is that what's happened in England in particular is there's a recognition that the maturity level at the individual hospital level is very variable. A lot of the hospital chief information officers are still fighting for budget to digitize their electronic records, to really advance themselves in that area, let alone getting a budget now for security. So what's happened is a greater investment in how can government generate security services, host security services in a at least partially subsidized way that the local organizations can benefit from. This is part of the change in the strategic thinking at a national level, because there's this recognition that a very small hospital is not going to be able to have a security operations center. There's no budget for that. It's never going to happen. But maybe the government can part subsidize a regional security operations center and take some budget, perhaps from 10 hospitals in a region, and they benefit from some advanced tools, some advanced expertise. It's a long journey. It's a strategy. But it's a first step that was accelerated because of WannaCry, which I hope other countries don't have to have a complete national shutdown and can look over to what's happening in England and say, okay, you have the mechanisms to run these kind of initiatives potentially at a national level. Et pour poursuivre la question de monsieur, comparaison aussi entre le NHS et le service hospitalier français, on sait aujourd'hui que les ressources, notamment les ressources humaines
en termes de cybersécurité sont rares, précieuses et donc chères par conséquence et par définition. Est-ce que le NHS aujourd'hui a les moyens ou la volonté de payer ces personnes au prix du marché? Nowhere in healthcare outside of the United States can pay the market rate for security professionals. That's a fact. If you want to be a chief information security officer in a public sector health system, you will make potentially 5 times less than your market value in the private sector, honestly. Because even security leaders are rare. Security people with technical skills are increasing, but people who've genuinely been there, done that, managed a crisis are rare. So they can command big numbers. So it's, we can't do market rate, I'm afraid, from what I have seen. But there you can create, as mentioned, greater awareness, greater education. You can do internal training. We should look at people who are working in an IT function in hospitals and offer them a training pathway to become leaders specializing in security. But these are all long-term initiatives. They don't solve today's problem. It's much easier to get some kind of funding to outsource that. Whether that's the right answer or not varies. But you can buy expertise at scale cheaper from a private company potentially than you can buying it in yourself through HR. Et derrière, effectivement, tout l'enjeu du niveau d'éducation global. D'autres questions ou d'autres remarques de la part de la salle avant de clore cette table ronde? Monsieur, on vous apporte tout de suite un micro. Bonjour, Christophe Lasbord. Drive, j'avais une question pour l'ANSSI. Vous indiquiez tout à l'heure que certains éditeurs bénéficiaient ou obtenaient des visas de sécurité. Est-ce que pour en faire la promotion ou pour convaincre certaines entreprises ou certains établissements publics, est-ce qu'il y a des calculs de retour sur investissement qui permettraient de convaincre la gouvernance d'entreprise ou la gouvernance d'établissements publics de passer sur ces solutions que vous recommandez? Alors, il faut savoir, les visas de sécurité ne sont pas donc dédiés par secteur. Ils sont tous secteurs confondus. Du coup, juste la deuxième question, excusez-moi, que vous avez posée. Des ROI, exact. En ce qui concerne les retours sur investissement, il y a effectivement des réflexions qui sont en cours. Dont l'ANSSI ne prend pas part aujourd'hui, mais effectivement, c'est un sujet qui a été identifié et il y a très certainement des réflexions en cours. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos participants qu'on peut applaudir pour cette table ronde qui était passionnante, vraiment passionnante sur la cybersécurité. C'est la fin de ce grand débat. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cette université de la e-santé.